Les Instigateurs, podcast numéro 53. Aujourd'hui, on vous parle de la crise de la quarantaine de l'entrepreneur. Woo! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's going on, my friend? Not much. J'étais presque déconcentré dans l'intro en train de lire et catch-up sur les courriels qu'on a reçus. Et je l'ai lu de travers, là, mais déjà Pierre-Olivier Desrosiers, merci beaucoup. Je sais pas comment on va spinner son message, là, mais c'est pour vrai, genre, ça vient de me motiver big time. Ça, c'est un badass, oui, c'est un badass commentaire qui nous a envoyé notre ami, pas notre ami, je le connais pas malheureusement, mais ce serait mon ami si je le rencontrerais probablement. mais non, c'est ça, un beau témoignage, comme quoi ça l'a vraiment aidé, comme quoi il a tourné son message dans le fond, c'est qu'il avait tourné vraiment le confinement comme un le confinement était dans le fond un game changer pour sa business et qu'il a vu justement où il n'allait, ce qui faisait pas nécessairement bien, son manque de leverage, etc. Et il a pris action, il a fait les changements nécessaires basés sur juste les conversations qu'on a eues sur le podcast et ça l'a aidé énormément. Donc, il nous a envoyé un beau message. Là, ça rend pas justice à son témoignage, mais c'est bien le fun d'avoir des témoignages comme ça. En tout cas, merci Pierre-Olivier. Yes, mais non, c'est ça feel good. Yeah, j'en avais besoin, feels right. C'est vrai? Yes, man. Tu sentais-tu que le monde te délaissait, n'appréciait pas ton input Non, pas du tout. Je sentais beaucoup plus l'inverse, que je délaisse le monde et l'humanité encore plus et de façon classique. Face à moi-même, là, exactement. Ouais. Non, c'est correct. Aujourd'hui, on va parler de la crise de la quarantaine entrepreneuriale et non pas la crise de quarantaine. Voilà. By the way, man, j'aimerais retourner au Québec quelque temps comme « What's wrong with you guys? » Ben, il y a rien de wrong, man. En tout cas, là, je fasse attention parce que évidemment, ça va flame up, là. Non, mais c'est une... Mais tu sais, je veux dire... À ratio pour ratio, on est beaucoup mieux que le printemps passé. C'est juste qu'on teste, tu sais, je veux dire, 3 fois plus, 4 fois plus. C'est normal qu'on en trouve plus. C'est une logique de base. Oui. Mais à partir de là, c'est que, tu sais, les chiffres, puis en affaires comme en santé, comme dans le marketing, comme dans tout, tu leur fais dire ce que tu veux dire. C'est sûr que si tu prends les chiffres les plus gros que tu trouves, tu vas être capable de faire peur à des gens. Mm-hmm. Par contre, si on prend maintenant les chiffres qui comptent, ceux qu'on ne met pas de l'avant, ben la réalité est tout autre. Donc, présentement, en tout cas, moi, je suis de ceux qui pensent que les mesures sont beaucoup trop intenses pour l'impact réel qu'il y a sur le secteur. Le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès qui en découlent versus le nombre de personnes testées positives au Québec actuellement. Là, pour mettre en contexte, on est le 6 octobre. Donc, c'est ça. Je pense qu'on est en train de complètement perdre le contrôle. Puis, en même temps, on se mentira pas. Le problème, c'est que comme le Québec a l'air d'une soie à cochon, pire que partout ailleurs, mais en même temps, la méthode de classification qu'on y met et les tests ne sont pas les mêmes partout non plus. Donc, tu sais, si on dit, admettons, qu'une personne, mettons aussi de notre côté, puis ça a été dénoté régulièrement, là, que des personnes qui, si tu étais dans la bâtisse d'une personne qui avait le COVID, puis tu crèves, on va te flaguer COVID alors que c'est pas directement relié. Donc, tu sais, tes chiffres sont contaminés, ils ne veulent plus rien dire, là. Donc, c'est ça. Sauf que ça fait que c'est cette mauvaise interprétation des chiffres-là fait qu'on est en train de se peinturer dans un coin. Qui fait que malheureusement, tu ne peux pas venir dans mon hood. Mais je ne peux pas plus, à l'inverse, aller dans le tien, faut croire. Ben, on peut y aller dans nos propres hoods, il faut juste s'isoler pour 14 jours en revenant. Je pense pas que j'ai besoin de m'isoler en arrivant au Québec.
Mais dans les maritimes, on est extrêmement... je pense qu'on on a été chanceux. Là, personne ne va chez vous. Il n'y a rien à faire chez vous. C'est ça que non. Hey, wow. Comme, l'été, comme, honnêtement, on a énormément de touristes québécois. Cet été, on n'a quasiment pas eu. Là. Mais je te dirais que ça a été une question de chance et ça a été une question de prise d'action rapide aussi, I guess. Mais ça a été assez rapide à fermer les frontières alors qu'on avait quasiment pas de cas. Et ce qui s'est passé, la chance qu'on a eue, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission communautaire. Donc, le virus circule pas dans la population. Les seuls cas qu'on a au Nouveau-Brunswick, c'est des cas qui sont ramenés de l'extérieur. Donc, à chaque fois puis à cette heure, ça arrive quand même à être pris, je te dirais, de bonne heure assez à chaque fois qu'il y a un cas. Ben, OK, on sait quelle telle personne a été pris par rapport à, tu sais, t'es capable de trace back. Oui, tu peux tracer pas mal parce que tout le monde est assez discipliné là-dessus. Donc, on a été vraiment chanceux là-dessus. Il y a 5 cas au Nouveau-Brunswick, puis encore, c'est parce que c'est les régions frontalières avec le Québec. Là, par exemple, en Gaspésie, chez Camaria, en Gaspésie, il y avait une éclosion. Ben, c'est certain que la région du Restigouche, ici, au Nouveau-Brunswick, va être un petit peu plus touchée, mais c'est très localisé. Nous, dans la péninsule acadienne, 0 cas, mon homme, toujours, là, comme depuis le mois de mars, aucun. C'est un petit peu, c'est mental, mais comment je peux dire ça? Le monde vit normalement ici, so much, mais tout en respectant quand même la distanciation sociale, en règle générale. Le gros bon sens, puis les mesures, puis ça, je suis 100% pour ça. Moi, c'est plus tout le lockdown et les impositions de mesures, je veux dire, complémentaires. Ouais. Puis, je pense qu'ils ont des impacts beaucoup plus négatifs que ce que le COVID peut avoir. Je pense qu'on est de l'avant le taux de... si on mettait de l'avant les chiffres au niveau du suicide, au niveau de la dépression, au niveau de l'augmentation des antidépresseurs... Des fermetures de business. Oui, absolument. C'est ça. Je pense que le collatéral est beaucoup plus grave que ce qu'on essaye de protéger présentement. Je parlais avec un de mes chums que son père a 80 ans. Puis, je veux dire, c'est un speech qu'on entend beaucoup. Là, le monde de 80 ans, eux-mêmes le disent. C'est comme, Chris, notre vie, on l'a vécu. Là, vous êtes en train de scraper la vie de nos petits-enfants pour essayer de protéger une clientèle, oui, qui est plus à risque. Oui, qu'il faut faire attention, mais c'est une question de responsabilisation. Eux aussi le savent. C'est à eux à pas agir comme des cabochons puis de se protéger puis de maintenir les mêmes mesures que tout le monde. Mais non, c'est ça. J'ai l'impression qu'on joue avec le feu présentement pour simplement protéger des intérêts politiques. C'est l'impression que j'en ai au Québec. J'ai applaudi dès le départ, tu sais, comme la réaction rapide puis l'ouverture de conversation, mais j'ai l'impression que ça s'est retourné rapidement dans de la protection d'enjeux politiques, des choses comme ça, puis je trouvais ça, come on, tu sais, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une opportunité de faire de faire les choses mieux que ça. Puis, once again, la politique déçoit. Là. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage, surtout comme pour le Québec, surtout le Québec, même l'Ontario, c'est que il y a des business qui survivront pas, il y a des business qui passeront pas au travers, même avec les aides du gouvernement fédéral. Puis, je sais que vous autres, au provincial, vous en faites pas mal. Tu sais, c'est still pas assez. C'est pas assez, mais c'est comme... C'est pas optimal, tu sais, il y a pas un autre... C'est pas viable sur le long terme de toute façon. Donc, c'est ça, là. Tu regardes la restauration, c'est déjà assez tough comme ça, comme... Hey, écoute, j'aimerais honnêtement envoyer un message de compassion puis à nos confrères entrepreneurs, restaurateurs, là, comme lâchez pas parce que honnêtement, comme ce que vous faites déjà un métier assez difficile, puis on vous met des bâtons dans les roues comme ça, et puis que tu sais, c'est vraiment pas optimal. The sky, tu sais, comme je veux dire, there's brighter skies ahead, là, comme les choses vont aller, ça va bien aller, oui, là, mais comme je sais que c'est rough en ce moment, et puis tu sais, c'est pas tout le monde malheureusement qui passera au travers, mais c'est peut-être une opportunité que tu sais, comme Pierre-Olivier disait dans son email, de regarder à se réinventer ou de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être faire les choses différemment. Je sais que là, on a accueilli dans notre mastermind, notre groupe de mentorat des instigateurs, on a accueilli notre première restaurateur, Sonia Jalbert, qui vient de Paquetteville, Nouveau-Brunswick, qui travaille pour améliorer
son business de restauration avec des produits dérivés, des choses comme ça. Donc, ça va être bien intéressant de voir comment est-ce qu'elle va réussir à faire ça. Elle a eu de l'aide aussi du gouvernement par rapport à ça, au COVID. Mais ça va être super intéressant. Mais bref, c'est une bonne, je pense qu'on peut faire le segue là-dessus, mais c'est un bon temps aussi pour peut-être repenser, tu sais, d'avoir votre crise de quarantaine entrepreneuriale là, en ce moment, parce que ça doit se bousculer dans votre tête. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous repensez, certaines choses que vous faisiez et que maintenant sont plus nécessairement applicables, sont plus difficiles à faire. Et vous dites, tu sais, j'ai ce talent-là, j'ai cette expertise-là, mais qu'est-ce que je peux faire avec de mieux, tu sais? La crise de la quarantaine entrepreneuriale, moi, je le définis par le moment quasi inévitable qui peut-être, je sais, pour toi, Mathieu, ça revient, c'est un thème assez... C'est très régulier, très régulier. C'est comme t'as comme une période... I'm an old soul. T'as tes périodes de quarantaine, toi, c'est ça, une old soul, tu reviens toujours à ta crise de quarantaine, mais c'est de... Ce moment pivot-là où on se rend compte de « OK, c'est bien, comme j'ai ma business, mais je n'ai plus ce que j'en veux nécessairement et je veux autre chose de supérieur dans un sens. » Tu sais. Un petit peu comme le gars à sa quarantaine qui a pas vécu sa vie de jeune homme ou qui a pas vécu sa vie puis qui se rend compte que « Shit, je suis rendu à la moitié de ma vie, j'en ai plus fait qu'il m'en reste à faire, faut que je fasse de quoi? » tu sais. Je pense qu'il y a plusieurs triggers différents, en fait, comme tu le dis, tu sais. Je pense, ceux qui l'ont par compensation. Il y a toutes ces choses-là que j'aurais voulu faire que j'ai jamais faites. Donc, la crise de quarantaine pour remplir un manque. Moi, je sais que, tu sais, de mon côté, c'est clairement pas ça parce que ma vie, je l'ai vécue beaucoup trop intense, beaucoup trop jeune. Fait que, risque que c'est pas un problème. À l'inverse, par contre, c'est l'ironie. Puis ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver là-dedans. Quand le succès devient complaisant, Quand tu accomplis des choses et que les choses vont super bien et que il y a toujours des défis, comprenez-moi bien, là, il y a toujours des choses à faire, mais quand ta zone de génie devient trop facile et que les choses qui restent à accomplir sont des choses importantes, mais qui ne te nourrissent plus, qui ne te stimulent pas assez, c'est sûr et certain que tu te dis, t'as ceux qui disent, OK, il m'en reste moins à faire que j'en ai de fait, faut que je rush pour accomplir toute le bucket list qui me reste à faire, ou t'as ceux l'inverse de comme, hey, regarde, tout ce temps qui me reste de l'avant, quelle chose est-ce que je peux accomplir pour avoir de l'impact sans nécessairement vouloir en faire beaucoup, mais juste comme des choses des choses peut-être plus significatives, je vais dire comme ça. Donc, je pense que t'as deux scénarios qui trigger, mais au final, le gros thought process, la remise en question, le processus d'analyse, de revoir sa vie au grand complet, puis de faire, lever les tapis, voir ce qui traîne en dessous, mettons, là. Bon, mais ça, en effet, je pense que c'est le même processus pour tout le monde. Mais je pense que c'est une question d'accomplissement plus qu'autre chose, tu sais. Parce que quand tu regardes, par exemple, quand on rentre en business, généralement, c'est certain qu'on veut... Il y a un aspect financier, l'aspect de liberté financière derrière ça, où souvent on va monter notre business par rapport à quelque chose qu'on fait bien ou un intérêt quelconque, et dans un but d'en vivre. Okay? L'affaire, c'est qu'une fois qu'on en vit et qu'on devient, comme tu as dit, un petit peu complaisant par rapport à la situation, c'est qu'on ne devient plus, on se sent plus accompli nécessairement dans la tâche, malgré qu'on a du succès, qu'on peut avoir du succès, que notre business aille bien, etc., et qu'on a envie, de mieux que ça. Je pense qu'une chose qu'il faut faire attention, puis je l'ai vu régulièrement, je ne l'ai pas souvent, mais régulièrement quand même chez les entrepreneurs, c'est le fait de comme, je lâche tout, là, et puis je m'en vais starter quelque chose d'autre complètement. Tu sais, un petit peu comme genre le gars qui va quitter sa famille, divorcer, et puis s'acheter une Miata, puis aller faire la Gold Coast en Californie. Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que à mon avis, c'est une erreur souvent du sens où on réagit, tu sais, comme par rapport à ta quote, là, l'émotion est toujours le pire ennemi de l'entrepreneur, mais on va réagir émotionnellement à quelque chose qui peut être, tu sais, transitionner de façon peut-être intelligente, où on a quelque chose qui fonctionne bien. Maintenant, c'est justement peut-être le temps de regarder à investir un petit peu plus dans votre entreprise, commencer à optimiser, peut-être engager des bonnes personnes et pour avoir un petit peu ce qu'on appelle une self-driving business. On en parlera dans des futurs épisodes de ce concept-là. Mais avoir une business qui est capable, somewhat, de runner de façon assez autonome pour pouvoir commencer à faire des projets qui vous parlent plus en ce moment. Et puis souvent,
c'est le meilleur peut-être scénario de le faire que de se remettre dans une position comme shit, je dois tout rebâtir dès le départ. Mais ça, tu disais que tu penses que c'est souvent, moi dans ma tête, c'est quasiment tout le temps une erreur. Là, oui, c'est une réaction hyper émotive, mais c'est parce que tu te sabotes en ne récupérant pas le momentum que tu as créé dans les 5, 10, 15 dernières années. Là. Faut toujours essayer d'améliorer sa situation avec les leviers qu'on a disponibles. Ce que vous avez fait présentement, peut-être que ça ne vous nourrit plus, mais c'est une erreur de penser que... Il y a plusieurs personnes qui font ce raccourci mental-là de « ma business présentement ne m'intéresse plus, ne m'allume plus, je vais la vendre parce qu'elle ne pourra plus jamais m'allumer. » Non, absolument pas. T'sais, lorsque tu deviens dans une position comme ça, puis peut-être, tu n'es même pas obligé d'être rendu comme hyper successful, puis la grosse liberté financière, des fois, tu peux te permettre une espèce d'entre-deux. Gardez en tête que vous êtes à la fois président et employé de votre business. Ouais. Donc, tu sais, dépendamment de où est-ce que vous êtes rendu, souvent ceux qu'on va voir dans cette position-là, très souvent vont être rendus incorporés, vont avoir une petite structure en dessous. Donc, tu sais, vous pouvez dire que vous vous retirez de votre entreprise à titre d'employé, mais que vous restez actionnaire, puis que justement, bon, mais vous avez plus un rôle d'advisor. Tu sais, moi, je sais que justement, c'est ce que présentement, je commence à considérer pour mes prochaines années. Donc, de dire non, je ne serai plus employé, je ne serai plus dans les opérations. Doer. Exactement, un doer, mais je veux rester pour la vision stratégique, pour vraiment comme la direction d'entreprise, m'assurer que, je veux dire, les gens qui exécutent les choses le font de la bonne façon, que les bonnes personnes sont à la bonne place. Oui. Mais tu sais, pour gérer une business, quand tu ne fais plus d'exécution, puis que tu as une self-driving business, pour reprendre ton terme, tu n'as pas besoin de 5 jours semaine, tu n'as pas besoin de 40 heures par semaine, absolument pas. Là. Ça peut très bien se faire si c'est déjà en place, puis c'est juste la maintenir, 10-15 heures semaine peut être amplement suffisant si tu as les bonnes personnes aux bonnes places, ce qui vient te libérer beaucoup plus de place pour justement des projets nouveaux ou une nouvelle business. Puis encore là, c'est complètement teinté par rapport à mon expérience. Je sais que de mon côté, les prochaines business que je vais lever, je ne les lèverai pas tout seul. Absolument pas. Je vais être... parce que justement, mais dans l'optique où tu veux délaisser, mais tu veux rester impliqué avec une business, tu sais que tu ne pourras jamais, en tout cas, à mon sens, être all-in sur un nouveau projet parce qu'il faut que tu nourrisses l'autre quand même. Fait que tu es aussi bien d'aller te chercher un allié pour t'assurer que ton indisponibilité partielle ne soit pas un frein à ton nouveau projet. Parce que c'est sûr que là, tu vas vouloir que ta nouvelle business, ton nouveau projet aille rockets on the back, puis que ça lève quand même assez rapidement pour devenir intéressant et te stimuler avec les mêmes défis qui t'ont stimulé antérieurement pendant plusieurs années. Oui, parce que c'est ça, on perd le fait de l'accomplissement, mais on perd peut-être, je te dirais, la liberté créative aussi. Je pense que c'est une des choses, moi je sais que c'est mon trigger. Quand j'arrête d'être créatif, ou quand la business devient automatisée, puis tu sais que les choses roulent, puis nos systèmes de vente fonctionnent, et puis tu sais tout est organisé. J'ai un gros manque créatif qui trigger ma crise de quarantaine, qui trigger mon besoin, je te dirais, de voir plus grand d'une certaine façon, parce que c'est ça que moi c'est mon fuel, plus que la liberté financière puis la liberté de temps, c'est vraiment la liberté créative. Donc, il y a ces triggers-là qui viennent avec ça. Il y a aussi le fait peut-être de se retrouver. Il y a des coups durs aussi. Tu sais, on parle justement du COVID, mais les coups durs vont amener aussi au fait de repenser ces choses-là. Se dire, regarde, j'ai monté ce business-là, j'ai travaillé fort, tu sais, j'ai envie de mieux que ça. Voici ce qui m'allume vraiment. Et souvent, comme on se disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est plus grand que soi. Puis des fois, on se l'explique pas directement. On sait que comme je veux plus de ma business, je veux plus de ma vie en général, mais souvent on va faire peut-être des décisions un petit peu trop hâtives par rapport à ce que ce sera. Je sais que pour toi, par exemple, quand c'est le cas, quand ça revient ce besoin-là, comment est-ce que tu gages le fait de OK, voici ce que je dois faire versus ce que je dois pas faire? Ben, c'est sûr que moi, je vais toujours donner priorité à l'entreprise qui est déjà en place. Je suis une personne excessivement égoïste dans la vie, mais ça, c'est ma limite. C'est-à-dire, mes décisions personnelles ne doivent pas avoir un impact ou des dommages collatéraux sur l'entreprise en vigueur et l'équipe qui la constitue. Oui. Donc, si je me retire, je dois avoir la certitude dans ma tête que ça va être un impact nul pour l'entreprise et que je peux continuer de contribuer tout en ayant une équipe qui supporte cette décision-là.
Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise, non, de façon impulsive. Ça demande une discussion avec l'équipe en place, de dire, bon, mais gars, voici l'état de la situation, voici comment je me sens par rapport à ça, voici mon plan de match. Est-ce que vous êtes à l'aise? Si vous êtes à l'aise, je veux que vous ayez l'honnêteté, la transparence de dire, qu'on puisse voir quelles sont les choses, les actions, les mesures qu'on peut mettre en place pour vous rendre plus sécure si j'ai à faire ce move-là. Ouais. Je veux partir avec une paix d'esprit. Ça, c'est sûr que ça va toujours être ma première réflexion. Puis ensuite, bon, mais c'est sûr que là, se sortir d'un projet, partiellement, c'est facile. Trouver le bon qui va remplacer, moi, c'est là que je trouve ça excessivement difficile parce que tu as une question de type d'opportunité. Qu'est-ce que tu veux réellement faire? Donc, redéfinir ta zone de génie et tes zones d'intérêt. Tu as la question de timing. Timing dans ton marché, mais timing familial également. Donc, là, moi, comme je l'ai dit, je sais que je veux pas partir quelque chose tout seul parce que moi, ce qui me nourrit, c'est plus développer, ma créativité. Je ne la passe plus dans le développement d'un produit, je la passe dans le développement de personnes. Fait que, tu sais, moi, ce que ma prochaine business va faire, je peux déjà te dire que je m'en calisse. Parce que c'est pas moi qui va en faire l'exécution. Je veux être capable de trouver une personne qui est très, très sharp dans ce qu'elle fait, mais qui est fuck all entrepreneur, puis la groomer pour être un futur entrepreneur à succès, puis être là tout au long. Tu sais, moi, ça, c'est comment que j'exprime ma créativité dans l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, trouver une personne de même, ça se trouve pas du jour au lendemain. Puis même si elle est excellente, ça veut pas dire qu'elle fait des personnalités. Donc, il y a beaucoup de variables là, qui doivent rentrer en jeu. Là. Mais tu vois, tu montres vraiment l'exemple parfait de l'évolution qui amène à une crise de quarantaine entrepreneuriale. C'est le fait de ne plus être focusé nécessairement sur soi-même ou sur son propre succès ou sur ses propres métriques. C'est d'être focusé beaucoup sur les autres. Donc, il y a une notion d'impact derrière ça souvent, de comme, OK, qu'est-ce qui... Moi, je pense honnêtement que oui, il y a une combinaison de choses, mais le fait de se rendre compte de sa propre mortalité, de comme je t'ai dit, de OK, il m'en reste plus à faire, il m'en reste moins à faire que j'en ai fait, là, te rends compte que tu as peut-être, je te dirais, une obligation sociale en tant qu'entrepreneur ou tu sais, quelque chose comme ça qui va amener un impact significatif ou une legacy, comment est-ce qu'on dit une legacy, ton héritage. Un héritage, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Un héritage que tu veux laisser, un leg que tu veux laisser à la communauté ou à l'humanité en général. Tu sais, sans être nécessairement I'm going to change the world, mais tu sais que tu en veux un petit peu plus. Puis généralement, il y a toujours une démarche peut-être un peu plus altruiste dans le côté de la crise de la quarantaine ou qui différencie la crise de la quarantaine régulière de la crise de la quarantaine entrepreneuriale, où la crise de quarantaine régulière devrait être quelque chose de très personnel, où il faut que j'accomplisse ça personnellement pour moi, tu sais, et au disregard un petit peu de tout le monde, où j'ai l'impression que la crise de quarantaine entrepreneuriale est justement beaucoup plus, non, maintenant je dois devenir un meilleur leader, dans le fond, pour donner un leg à ma communauté ou à l'humanité. Je sais que pour moi, personnellement, ça s'est traduit dans les dernières années avec la transition, avec ma transition, je te dirais, après mes plus grosses business, quand j'ai commencé à transitionner, monter FX, commencer à mentorer, etc. Est-ce que tu juges que ton implication avec tout ce qui est ton projet de comme... le 360 alimentaire maritime. Ah oui, mais c'est là que je m'en allais avec ça. C'est comme moi, ce que ça m'a fait vraiment réaliser, c'est que tout l'aspect communautaire, local, m'intéresse énormément. Alors que c'est bizarre, tu sais, parce que le monde, c'est comme ça, comme tu fais, tu sais, t'es un online business guy, comme tu sais, t'as pas de frontières. Puis je me retrouve très oui, je suis intéressé, mais aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à développer ma communauté ici localement. Tu sais, qui dans le fond, on dirait, c'est comme pas un step backwards, parce que d'habitude, le monde commence localement et puis ensuite expand. Et moi, j'ai justement commencé ma carrière, tu sais, comme directement à l'international, je vendais avec un marché très peu local. Et puis là, je suis intéressé à développer, tu sais, ma région, moi. Et puis, on veut pas, ça rejoint mes valeurs, je te dirais, intrinsèques ou mon identité. Tu sais, ceux qui me connaissent sachent que je suis un hardcore maritimer. Je vante les mérites des maritimes à chaque occasion que je l'ai. Et puis, tu sais, je l'ai sur le cœur, là. Et puis, j'ai l'impression que
je ne sais pas, ça revient vers des valeurs-là. Et je sais pas, tu sais, comme je fais des actions locales, si je mets énormément, par exemple, de temps de bénévolat, etc., localement, et puis j'aide le plus que je peux développer des leaders locaux avec ma contribution, avec le temps que j'ai, mais je vois que ça prend plus de place dans ma vie et je pense que ça va prendre de plus en plus de place dans le futur. Mais je sais pas comment encore, tu comprends-tu? Mais le je comment, le c'est pas grave. C'est ouais. Ça, c'est juste une représentation de ce qui compte pour vrai. Fait que, tu sais, moi, le comment, toi que je te dis, je me suis jamais barré avec ça, ça ne me stresse pas. Il y en a qui se cherchent énormément parce qu'il a besoin d'identification de mon prochain business, ça va être dans ça, parce que c'est le futur. Mais non, on trouve genre qu'est-ce que tu recherches dans ton prochain projet, puis laisse les opportunités te dicter. Là. Des fois, on cherche tout le temps la prochaine chose qui brille, et que finalement, ben, tu laisses passer plein de petites affaires qui auraient un beaucoup plus grand potentiel de te nourrir à long terme. Là. Parce qu'on s'attache peut-être trop à notre identité actuelle, tu sais. Et puis aussi l'identité que les autres t'attribuent. Tu sais, quand je regarde ici localement, quand le monde pense, Dave Ruel pense online business, tu sais, quasiment automatiquement. Donc pour eux autres, c'est comme, c'est le gars qui fait des business online. OK? Mais tu comprends-tu que moi, je sais que je fais beaucoup plus que ça, mais pour eux autres, c'est je te dirais, c'est la perception que les gens en ont. Donc, ce n'est pas de rester dans cette perception-là, ou dans cette image, ou dans cette peut-être même identité. Je t'avoue que j'ai encore cette identité-là de online business guy, veux pas, tu sais, intérieurement, intrinsèquement. Mais, comment je pourrais dire ça? Je veux me dissocier aussi d'être juste ça. Comprends-tu? Parce que je pense que justement dans mon héritage, puis c'est que j'ai 38 ans, je suis pas, tu sais, j'ai encore du temps là en masse, mais je veux t'en dire restes un bon 10, là. ouais, c'est ça. Ouais, 10 ans d'année Internet, ça va à peu près 133 ans année. Mais non, mais tu sais, d'amener un bon. Qu'est-ce que je veux amener comme vibe ou comme environnement pour mon futur, là, tu sais. Fait que c'était comment je pourrais dire ça? Une belle interrogation, réflexion, je te dirais, dans les dernières années avec les choses. J'essaie d'être peut-être un petit peu moins stratégique, je te dirais, dans mon approche là, site en site. C'est correct parce que tu te rends compte que ce qui te shape up présentement, tu aurais voulu le prévoir là 2 ans, puis tu sais, ouais. Jamais t'aurais vu l'affaire de projet alimentaire, puis il y a quelques différents projets que je sais que t'es impliqué dedans, que je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais tout ça, t'aurais pas pu le prévoir il y a 2 ans. Fait tu sais, comme. Non, c'est ça. Juste identifie ce qui compte, puis laisse le vent comme te souffler vers les endroits qui, tu sais, je sais pas, je suis vraiment, tu sais, tu le sais, là, moi, puis le wou-wou, puis les hosties d'allumeur dansant, puis tout, c'est pas moi, mais je crois beaucoup au timing naturel des choses. Je pense que tout est une question, tu sais, des opportunités, on le dit tout le temps, les opportunités nous entourent, ça pleut, il y en a toujours. Par contre, c'est pas parce que tu les vois pas qu'ils sont pas là. Puis je pense que naturellement, l'humain, lorsqu'il cherche à combler un besoin, est plus alerte aux opportunités alignées avec ses besoins. Fait que des fois, on se rend compte, je veux telle affaire, si tu le forces, ça n'arrivera pas. Mais si tu le veux vraiment, tu vas juste te rendre compte de ta créativité va faire que tu vas être capable de générer les opportunités plus facilement parce que c'est ce que tu vas rechercher dans le détail, dans le style de mots que les gens vont parler, dans le timing des nouvelles ou peu importe. Là, je veux dire, encore une fois, il y a énormément de variables qui arrivent dans le timing et les opportunités. Mais c'est ça, je pense qu'il faut arrêter de vouloir comme se mettre un objectif hyper précis puis découpé au couteau. Non. Trouver l'élément. Au final, comme on l'a déjà dit dans le passé, là, ce que vous faites, c'est un véhicule pour quelque chose de plus grand. Donc, la crise de quarantaine, je pense que c'est juste, on fait juste changer de véhicule, mais au final, la destination est supposée rester quand même la même très souvent. Là. Ouais. Puis tu sais, on peut-être revenir aux restaurateurs, par exemple, puis on en a parlé avec Sonia dans les appels de mentorat, c'est que, tu sais, c'est l'identité de passer de restaurateur, par exemple, à entrepreneur alimentaire, genre. Ouais. C'est un shift peut-être dans l'identité en tant que telle. Et le problème, c'est que souvent, les restaurateurs, les personnes les propriétaires de restaurants,
Et il y a beaucoup, puis il y a énormément de parallèles entre les chefs et je dirais les entrepreneurs, même que tu regardes un entrepreneur tech ou peu importe, il y a beaucoup de traits qui sont assez similaires. Mais c'est cette identité-là, tu sais, de faire, tu sais, la bouffe, des choses comme ça, de remplir des tables, tu sais, il y a tout un, comment je pourrais dire ça, il y a tout un univers qui vient avec ça, puis il y a tout un savoir-faire, puis c'est difficile souvent de s'en retirer en tant que tel parce qu'on est très attaché émotivement à cet univers-là, à se vu de l'extérieur, ça regarde pas nécessairement différent, tu sais, ben pas différent, mais tu restes dans le milieu de l'alimentaire, mais c'est une autre façon de faire, une autre identité à embodyer, puis souvent c'est assez, ça peut être assez difficile à faire ou ça peut paraître comme un big step, mais tu sais, il y a un moment donné où il faut utiliser, je te dirais, si vous sentez que c'est le temps de faire quelque chose d'autre, écoutez-vous quand même. Là. Il y a un ordre des choses, je te dirais, il y a un ordre peut-être biologique, mais aussi il y a un ordre contextuel où les choses sont en train de changer de façon inévitable dans le milieu de la restauration. Pourquoi on peut se voir comme une victime puis se dire comme pourquoi ça m'arrive puis pourquoi ça, ou on peut le voir comme, regarde, c'est une opportunité pour moi de passer au niveau supérieur, passer à la next gear, là, puis monter quelque chose qui va avoir peut-être un impact à plus long terme sur ce que je fais. So, c'est pas nécessairement facile, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être, puis je parle du milieu de la restauration, mais dans tous les milieux, dans toutes les industries, beaucoup de monde sont probablement dans cette réflexion-là en ce moment. Oui, tu sais, la restauration, c'est une bonne façon de l'imaginer, mais en effet, je pense que ça se retrouve dans toutes les industries. Tu sais, le problème fondamental est ceux qui vont l'avoir le plus rough, la crise de la quarantaine, c'est ceux qui sont otages de leur étiquette actuelle. Des fois, tu sais, c'est souvent un gros deuil de laisser, tu sais, justement, parce que oui. c'est comme un espèce de, je sais pas si c'est ça un paradigme, là, mais dans ma tête, ou un paradoxe, je sais pas, non, un paradoxe plutôt, je pense. Mais, tu sais, tu veux passer à la prochaine étape, t'es capable de l'identifier, mais plus que tu te rapproches de cette prochaine étape-là, plus que tes peurs te ramènent dans tes zones de confort, puis de embodyer à nouveau le titre et l'identification que tu as actuellement. Donc, c'est très difficile de faire le saut pour traverser la ligne. Puis, du moment que tu as... C'est un espèce de no turning back process, par exemple. Là. Prenez le temps de bien le faire. Ceux qui le rushent le regrettent. Mais ceux qui l'étirent trop longtemps, c'est que vous vous inventez des peurs, puis là, on embarque dans une espèce de dialogue négatif interne, de tout devient trop difficile, trop compliqué, puis on prend plus action, c'est pas mieux. Mais non, c'est ça, tu sais, comme à un moment donné, accepter, comment je pourrais dire? Le deuil que tu dois faire, c'est qu'il y en a qui vont voir ça comme des fois un échec. J'ai investi 10-15 ans, oui, je suis tanné, mais en même temps, genre, si je switch, même si je pense que je le fais pour le mieux, ben, ça pourrait être vu comme un échec, parce que non, comme, à un moment donné, genre, do you, là. But do you, c'est exactement ça. C'est plus par rapport à une question de perception, identité. C'est par rapport à à vos valeurs et puis vos vérités personnelles aussi. Tu sais, il faut vous écouter, tu sais, de façon très sérieuse, là. Arrêtez d'écouter les autres de ce qu'ils en pensent ou ce que les gens vont penser que parce que j'ai fait ça. Des fois, c'est comme, souvent, on va le voir même au niveau financier, tu sais, hey, j'avais une business, hey, comme, quand moi j'ai décidé de vendre by Optimizers, les chiffres étaient, tu sais, comme, très impressionnants. J'aurais pu, comme, rouler sur ces chiffres-là puis, tu sais, me sortir de chest puis dire, hey, tu sais, je roule la big business, là. Mais c'était pas le type de business que je voyais faire sur le long terme. Tu comprends-tu? So, il a fallu que je m'écoute, mais ensuite, je suis retombé comme, tu sais, après la vente, c'était plus comme, j'avais plus de quoi me vanter de mes chiffres annuels. Tu comprends-tu? So, il faut enlever cette petite bullshit-là, intérieure, puis se poser des vraies questions de comment ça regarde, sans nécessairement mettre en géopardie, tu sais, ma liberté financière ou, tu sais, comme je dirais ma sécurité peut-être financière, là, tu sais. J'ai aimé ça tout à l'heure quand tu as parlé de la transition, mais de voir comment est-ce que la transition peut se faire et aussi se mettre dans des situations dans lesquelles on peut plus facilement maintenant exprimer, dans le fond, ce qu'on veut exprimer dans le futur. Tu
Ça n'a pas besoin... C'est de trouver dans quel contexte est-ce que tu peux contribuer avec le plus d'impact dans le plus court laps de temps, au final. Là. Normalement, quand que tu es rendu à cette étape-là, ça dépend. Faut pas prendre pour acquis que tu es dans une bonne position, mais normalement, tu n'es pas fresh out de l'université plein de dettes, là, supposé. Ouais, c'est ça. Il y a une différence entre quelqu'un qui a une crise de la quarantaine à cause que justement il est plus stimulé versus quelqu'un qui veut juste abandonner le projet puis trouver n'importe quoi d'autre parce que ça va être moins pénible. Là. Donc, je fais une grosse distinction. Mais, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, normalement, tu es supposé être dans une meilleure position financière, mais une meilleure position je veux dire, dans la société aussi. Donc, tu sais, t'as des relations qui ont plus d'historique, donc qui sont plus actionnables. Donc, tu sais, comme je te dis, il y a un plan de match. Au final, la transition, c'est un process dans les grandes lignes. C'est sûr qu'on le tweak à tous et chacun selon ce qu'on vise à aller chercher. Mais c'est ça, tu sais, ça. Moi, j'ai l'impression que ce genre de crise de quarantaine-là est là pour nous redonner la peur qu'on avait au lancement de notre premier projet. C'est une peur, c'est un stress qui est positif, qui est stimulant. C'est un inconfort volontaire, justement, pour nos... La peur, ça nous rappelle qu'on est en vie. Là. Ça, j'y crois très, très, très profondément. J'aime mieux, justement, comme tant qu'à me donner une petite peur, je le ferai pas au risque de scraper une business qui est déjà là. J'aime mieux rester un peu impliqué dedans, laisser cette machine-là bien huilée, puis essayer un nouveau projet. Au pire, si ça plante, ben ça n'existait pas. C'est un petit projet, c'était small scale, fait que il n'y aura pas de collatéral majeur, mais la motivation, le feu que ça va me remettre dans le corps, le couteau dans les dents, ça va me stimuler. Puis ultimement, ce pivot-là vers un autre projet, si vous avez gardé un pied dans l'autre place, va amener du momentum à votre autre business que vous avez délaissé aussi. Ouais. Ça peut être un bon segue, justement, pour le parler. La semaine prochaine, on vous parlera du self-driving business, donc du concept de self-driving business, donc de business qui peut un petit peu s'auto-gérer, là, puis comment, justement, quels sont les éléments à avoir là-dessus, parce que je pense que si vous rentrez dans cette réflexion-là, si vous sentez que vous êtes dans une sorte de crise de quarantaine entrepreneuriale en ce moment et vous repensez vos affaires, c'est certain que le concept d'une self-driving business doit être exploré par rapport à ce que vous faites en ce moment afin d'augmenter justement vos chances je dirais pas de survie, mais d'expansion dans le futur. Là. Donc, je pense que ce serait un bon topic pour la semaine prochaine. Oui, on ira plus en détail. On en avait déjà parlé un petit peu dans le passé avec la délégation et avec les revenus passifs, mais oui, on pourra y aller en détail sur le modèle. Ben, un petit peu plus de comment est-ce que ça se voit. Un homme qui n'a pas de crise de quarantaine, c'est... Ric Flair! Rick n'a jamais de crise de quarantaine. Il a encore 23 ans, mais dans sa tête, il pense. Dans sa tête, c'est ça. Quel âge qu'a rendu Ric Flair? 80? Rick, j'ai le goût de... Non, pas 80, là, j'ai le goût de te dire 73, 75, peut-être bien. Attends, je le Google right now. Il y a 71. 71? Ah, pas super. Ouais. Mais tu vois, encore, il est encore dans le ring de temps en temps, puis il prend des bumps, puis... Ah oui, non, c'est ça. C'est impressionnant quand même. Hein? Ah ouais, non, il a... C'est un cheval de course. C'est un cheval de course. Anyway, bonne semaine, mon chum. Yes, toi aussi. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.